Une autre tuerie hier dans le Maine. Forcément, ça vient nous chercher un peu plus parce que le Maine, vous le savez, je n'ai pas besoin d'expliquer très longuement, c'est un État qui est plus proche. On parlait à un francophone tout à l'heure, là, je lui disais comment c'était agréable d'entendre parler le français encore sur la côte est américaine, mais une autre. Francis Langlois, je peux le dire, spécialiste des questions qui touchent aux armes, cher Raoul Dandurand aussi, merci d'être avec nous. Azeb, vous êtes à Washington, vous avez couvert beaucoup de ces tueries aussi, on en a souvent parlé ensemble. Raphaël Jacob, qui est aussi là. Je vous montre un seul tableau, mesdames et messieurs, un seul tableau. Tuerie de masse dans les pays développés, là, en Occident. Regardez, c'est un phénomène d'abord et avant tout américain. La France, l'Allemagne, le Canada. Ça, c'est le nombre. Là, ça arrête à 2019, mais la différence serait la même. On aurait pris n'importe quelle année, ça aurait été la même. C'est un phénomène américain. Tour de table rapide, puis après, je vais vous faire entendre des extraits, mais Francis Langlois, ça leur colle à la peau. Est-ce que c'est l'envers de la médaille du droit constitutionnel sacré d'avoir une arme à feu aux États-Unis? Bien, oui, effectivement, cet envers-là, ceci étant dit, ce droit constitutionnel qui est garanti par le deuxième amendement a été réinterprété par la Cour suprême en 2008 et une seconde fois en 2022. Et on lui a fait dire des choses qui ne sont pas exactement celles qu'elles étaient supposées dire à l'époque que ça a été écrit. Et la dernière chose, les armes qui sont en circulation en ce moment, et particulièrement celles utilisées par les tueurs de masse, ne sont pas du tout les armes qu'il y avait au 18e siècle lorsqu'on a rédigé le deuxième amendement. Parce qu'Azeb, notre résident, en parlait tout à l'heure. Il dit on appuie sur une gâchette, puis il y a 30 balles qui peuvent sortir. Ce n'est pas un fusil de chasse où, après 2, 3... Oui, on peut faire du dommage avec un simple pistolet, mais ce n'est pas la même ampleur, Azeb. Non, exactement. Et puis évidemment, Patrice, il y a un sentiment de déjà-vu. Hein. Si on se fie à votre tableau, vous regardez l'Australie. En 96, ils ont changé leur loi et il y a eu beaucoup moins de violences par arme à feu. En 96, en fait, ils ont racheté 700 000 armes à feu, les ont bannies, ont changé leur loi et il y a eu une diminution de la violence par arme à feu. La Grande-Bretagne, où j'ai habité, c'est exactement la même chose. Après le massacre de Dunblane, ils ont complètement changé leur loi et le taux d'homicide a diminué. Même ici aux États-Unis, en 1994, Bill Clinton avait ce projet de loi qui a expiré en 2004 et il y a eu quand même une diminution de la violence énorme. Donc, on en revient au même point finalement. À chaque tuerie, il y a un débat et puis on avance très peu finalement. Raphaël, il l'a eu lors des... je peux vous montrer les fusillades les plus meurtrières, les tueries les plus meurtrières aux États-Unis qu'on a sorti. Sandy Hook, on l'a tous en tête parce qu'il y avait 27 enfants qui avaient trouvé la mort dans une école primaire en 2012. Virginia Tech, 32, 49 boîtes de nuit. Pulse en Floride, 60. Au Nevada en 2017. Bref, il y en a. C'est la 10e la plus meurtrière, celle d'hier en passant, le Winston dans le Maine. Donc, c'est important. Alors, Raphaël, oui, on va entendre ici et là... au centre des commentaires, plus à droite, le lobby des armes va dire que ce n'est pas les armes le problème. Est-ce qu'on va tourner en rond ou un jour, à force de tourner en rond, on va trouver une sortie? La réponse la plus tragiquement simple que je peux vous donner, Patrice, c'est oui. Oui, on va continuer de tourner en rond. Azeb a utilisé le mot « déjà vu ». À quel point est-ce que c'est du déjà vu? Bien, considérez ceci. Vous venez de montrer à l'écran le fait que la tuerie de Winston, c'est une des pires de l'histoire des États-Unis en termes du nombre de morts. En fait, c'est la pire pour ce qui est de l'année 2023. Je le mentionne parce que si je vous cite Monterey Park en Californie et Allen au Texas, il s'agit respectivement des 2e et 3e pires fusillades de masse depuis le début de cette année-ci. Or, posez-vous la question, très franchement, qui aux États-Unis se souvient même de ces 2 autres fusillades-là? Ça vous donne une ampleur du problème. Quand c'est rendu qu'on les oublie, même les pires, à peine quelques semaines ou quelques mois après qu'elles aient eu lieu, ça vous donne, je crois, une assez bonne idée. OK. On va ensuite... Je vais vous faire entendre aujourd'hui les réactions. Il y a Kamala Harris, il y a le nouveau président de la Chambre qui a parlé, il y a la sénateur du Delaware à entendre, puis on revient tout de suite après. In our country today,
the leading cause of death of American children is gun violence. Gun violence has terrorized and traumatized so many of our communities in this country. And let us be clear, it does not have to be this way, as our friends in Australia have demonstrated. This is a dark time in America. We have a lot of problems, and we're really, really hopeful and prayerful. Prayer is appropriate in a time like this, that the evil can end and this senseless violence can stop. No other advanced industrialized country has this challenge, where day after day after day there are mass shootings all over our country. All of us should reflect on our willingness to commit ourselves to the safety of our children, our schools, our communities. If you can't go to a bowling alley or a movie theater, a synagogue or a church without having to worry about an armed assault, then frankly, we are not protecting our own people in the ways that we should. M. Kuhn, qui répète ce qu'on disait en tout début avec le tableau, il n'y a aucun autre pays industrialisé qui est prêt avec ce problème-là. Il y a quand même, on a entendu Kamala Harris, on sait qu'Obama a essayé beaucoup après Sandy Hook. Alors, Francis Langlois, je repose la question autour de table. Est-ce qu'à un moment donné, cette masse-là, quand même, d'élus qui croient qu'on doit limiter les armes semi-automatiques et automatiques, est-ce que cette masse-là ne peut pas grossir et faire pencher la balance de l'autre côté? Le mouvement pro-réglementation a changé depuis Sandy Hook et la tuerie de Parkland en 2015. Et ce qu'on voit, c'est qu'au niveau local, on commence à faire bouger les choses et on met de la pression sur les élus. Ceci étant dit, le système américain étant ce qu'il est, beaucoup plus facile de jouer défensif qu'offensif. Donc, présenter des nouveaux projets de loi, ça va être extrêmement difficile de faire passer ça dans un Sénat, par exemple, où les démocrates n'auraient pas une super majorité. Et j'ajoute que la sélection des candidats et candidates lors des primaires favorise les gens qui ont des vues plus, disons, radicales, plus tranchées et qui sont moins ouverts au compromis. Et donc, il y a peu de chances que des gens qui sont dans le Parti républicain se montrent ouverts à une quelconque nouvelle législation sur le sujet. Je pense que ça va être très difficile et le combat en ce moment se fait au niveau local. Et oui, c'est possible, mais la dernière chose, c'est que même la Cour suprême en ce moment penche vers une expansion, disons, du droit de porter, utiliser et posséder des armes à feu. Donc, ils ont rendu un jugement en 2008, un deuxième en 2022, et là, on a vraiment affaibli la capacité des États à légiférer sur la question des armes à feu. Mais Francis Langlois, là, je profite de votre présence. Là, je ne veux pas être trop technique dans le type d'armes, mais quel serait le prochain pas quel serait le prochain pas? Je ne vais pas dire plus réaliste parce que vous semblez dire que ça n'arrivera pas, mais c'est de limiter les armes automatiques. Autrement dit, je reviens là, pour ceux qui ne sont pas experts en armes, on pèse une fois puis il y a 30 balles qui partent. Est-ce que ça, il n'y aurait pas des moyens de limiter la portée du danger de ces armes? Oui, il y a moyen. En fait, ces armes-là, théoriquement, sont illégales et en posséder une prend un permis très, très, très spécial et l'arme est enregistrée, etc. Donc, pour une arme automatique. Le problème, c'est que la plupart des armes de poing et des fusils d'assaut qui sont les plus populaires sont des armes semi-automatiques. Donc, on peut parler de je ne sais pas, un chargeur de 30 balles, ça se vide en 10, 15 secondes, même si l'arme n'est pas automatique. Et ça, c'est totalement légal. Et le marché est inondé de ça, et c'est ce qui est demandé par les clients et, bon, évidemment, ceux qui défendent le droit d'avoir des armes. Et ça va être extrêmement difficile de faire face au lobby, à l'industrie et à ceux qui sont contre. OK. Azeb Raphaël, réexpliquer le rôle central de ce lobby, parce que je pense que si on n'explique pas ça, on passe à côté. Il y a un éléphant dans la pièce. Le lobby des armes à feu, c'est extrêmement... Oui, il y a la Constitution, oui, il y a une question de philosophique, mais il y a une question de gros sous aussi, Azeb.
Oui, exactement. Écoutez, il y a une chroniqueuse qui parle du Parti républicain en disant que c'est le parti du carnage aux États-Unis. Alors, si vous regardez les chiffres, beaucoup d'élus républicains ont reçu de l'argent de la National Rifle Association. Il y a une liste qui a été compilée par les activistes qui sont contre les armes d'assaut, contre les armes de guerre. Hein. C'est comme ça que le président Joe Biden les appelle. Il veut les interdire. Je vous donne juste une idée. La sénatrice du Tennessee aurait reçu 1,3 million de dollars. Elle a été d'ailleurs pointée du doigt par le gouverneur de la Californie. Le sénateur Tom Cotton également aurait reçu plus de 1 million de dollars. Mitt Romney également a reçu énormément d'argent, plus de 10 millions de dollars, imaginez, de la National Rifle Association. Donc, on a l'impression qu'à chaque fois, évidemment, quand il y a une loi qui est présentée, quand il y a un projet de loi, ils s'y opposent ou alors ils ne veulent pas restreindre le droit de porter des armes, que ça fait partie du deuxième amendement. Ils disent qu'il y a d'autres solutions. Mike Pence, par exemple, affirme qu'il faut la peine de mort pour ceux qui font, pour les tireurs fous, ou alors qu'il faut placer carrément une personne armée devant chaque école, devant chaque institution. Bref, ils trouvent toujours des solutions, mais il ne faut pas toucher au droit de porter ces armes-là. Et il y a vraiment un clivage là aux États-Unis, une division entre les démocrates et les républicains. Parce que la majorité de la population veut bannir les armes d'assaut, Patrice. Oui, Raphaël, c'est ça l'ironie, c'est qu'il y a des sondages qui montrent. Et d'ailleurs, je vous passe la parole, mais Stephen King, auteur bien connu, qui a écrit aujourd'hui un Twitter, un X, pardonnez-moi, ce sont les machines à tuer à tir rapide, les gens, c'est de la folie au nom de la liberté, cessez d'élire des apologistes du meurtre. Bon, vous allez me dire, c'est un intellectuel écrivain davantage démocrate à gauche, mais évidemment, né à force d'entendre ça, non, ça bouge pas, Raphaël? Premièrement, je vais vous dire que c'est d'abord et avant tout un résident du Maine. Ça mérite d'être mentionné. Pour ceux qui connaissent son œuvre, très souvent, ça a lieu au Maine, donc ça mérite d'être mentionné. La raison pour laquelle on en parle aujourd'hui de Stephen King, c'est pas que c'est la première fois qu'il prend la parole sur cet enjeu-là. C'est qu'il prend la parole alors qu'on a la pire fusillade de masse de l'histoire de son État. Ça, c'est une chose. Maintenant, pour ce qui est de changer les choses, je veux renchérir sur un point fondamental que Francis a touché, c'est celui de la Constitution et de la Cour suprême. Et c'est là que des comparaisons comme celle que la vice-présidente Harris a tendue aujourd'hui avec l'Australie deviennent rapidement problématiques. C'est qu'on a beau, à la limite, avoir des législateurs, ce qui n'est même pas le cas, là, mais même si on avait des législateurs qui voulaient aller aussi loin à Washington qu'on est allé dans d'autres capitales occidentales, il y aurait le test des tribunaux qui viendrait plus tôt que tard et qui s'annoncerait extrêmement difficile. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, vous avez raison, Patrice, de mentionner l'ironie, et on s'en parle presque à chaque fois qu'il y a une tuerie de masse de la sorte, de dire que la population américaine, clairement, sondage après sondage, il ne s'agit pas de petite majorité, dépendant du sondage et dépendant de la mesure qui est testée, ce sont très souvent des majorités écrasantes qui disent être en faveur de contrôles plus serrés. Or, ça ne passe jamais. Une fois que ça s'est dit, dernier petit bémol, mais il est important, c'est qu'on aurait beau, à la limite, avoir une Cour suprême, des cours d'État qui sont différentes. On aurait beau avoir une Constitution qui est différente. On aurait beau avoir des législateurs à la fois à Washington et dans les capitales d'État qui sont différents. On a eu des instances où la population a été appelée, pas dans un sondage, mais dans un référendum qui avait force de loi à se prononcer. Et le meilleur exemple que je peux vous donner, très ironiquement, c'est au Maine en 2016, où là, on a proposé non pas de bannir les armes d'assaut, mais simplement d'instaurer un système plus robuste de vérification des antécédents avant que les gens puissent se servir d'une arme, puissent acheter une arme. Et devinez quoi? Ça a échoué. 52 des électeurs ont voté contre. Donc, il y a cette composante-là aussi qui n'est pas facile. C'est tellement engrainé dans la culture du pays que même à certains moments, lorsqu'on demande aux gens, c'est rejeté aux urnes. Parce que cet homme a fait même un séjour en psychiatrie cet été. Donc, on se dit, là, vraiment, il n'y a plus de contrôle du tout. Mais c'est sûr que ça peut arriver. Puis même si c'était illégal, les gens vont dire, oui, mais ils en obtiendraient peut-être. Mais ça envoie le signal, Francis, dans une société, que c'est non, là. Patrice, je vous ai perdu. Il n'y a pas de souci. Je disais, l'homme a fait un séjour en psychiatrie et même là, il avait sur lui des armes extrêmement dangereuses. Mm-hmm. Oui, bien en fait, c'est le problème des États, d'une législation qui est variable en fonction des États. Et là, évidemment, le Maine est un des États les moins réglementés. Il est entouré d'États peu réglementés comme le New Hampshire, le Vermont. Et donc, ce qui arrive, c'est que même si cette personne-là avait acheté une arme dans un magasin qui a un permis fédéral et où il aurait dû passer un test, il aurait pu se procurer une arme
en achetant l'arme d'un particulier où il n'y a pas de vérification. Dans un magasin où on vend des armes usagées, il n'y a pas de vérification. C'est ça. Et encore là, il faut que les États puissent envoyer l'information au gouvernement fédéral, ce qui n'est pas toujours le cas pour faire les vérifications d'usage. Il y a plus d'armes à feu que d'Américains, en fait, aux États-unis. Je pense que c'est 1,3. Absolument. Merci et le beaucoup. Maine, juste pour ajouter, Oui, Patrice, oui, et le Maine, pardon, il n'y a pas le drapeau rouge, le red flag, ne pas vendre d'armes pour les personnes jugées dangereuses. Ils ont préféré avoir le drapeau jaune, c'est-à-dire qu'on va retirer temporairement cette arme-là à ces individus-là. Donc, il y avait très peu de restrictions dans cet État-là. Merci, Francis, Azeb et Raphaël. Merci beaucoup. À la prochaine. Au revoir. Merci.